bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et l'entretien. D'abord le dialogue social, mais quel dialogue? Avec qui et pour quels résultats? Et que reste-t-il aujourd'hui de ces grandes messes mêlant syndicats, patronat et mise en avant par François Hollande? De nombreux invités en notre compagnie pour en parler tout à l'heure. Il progresse partout en Europe. Les partis populistes, comme on les appelle, réalisent de véritables percées dans les urnes, se nourrissant notamment de la crise des migrants. Alors, jusqu'où iront-ils? Comment les autres partis tentent de les contenir? Exemple en France, le débat à suivre. Enfin, l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité nous propose à tous de prendre part au débat, à la vie publique pour faire battre de nouveau le cœur de notre démocratie. Philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury pour son livre Les Irremplaçables chez Gallimard. Voilà donc pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir, les agents de la RATP et de la SNCF pourront désormais fouiller et contrôler les passagers. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, annonce ce soir ce renforcement des contrôles dans les transports en commun. Des mesures antiterroristes qui interviennent 2 mois après l'attaque déjouée dans le train Thalys entre Amsterdam et Paris. Toujours en France, alors que le climat social est morose, on parlera de la conférence sociale dans quelques instants. Un accord vient lui redonner des couleurs, celui entre patronat et syndicats sur l'avenir des retraites complémentaires. Une signature qui fait dire à François Hollande que le système des retraites est sauvé jusqu'en 2030. Une annonce qui en rappelle d'autres. Marie Brémaud. Depuis 20 ans, la question des retraites occupe régulièrement le devant de la scène publique. Pas moins de 6 réformes pour sauver le système social français et à chaque ajustement, la promesse de la pérennité. La question de la pérennité de nos systèmes de retraite sera réglée à l'automne prochain. Cela nous permet d'envisager avec confiance l'avenir à long terme de nos régimes de retraite. Il y a quelques jours, un accord de principe entre les partenaires sociaux a été conclu. Il faudra désormais travailler 1 an de plus pour bénéficier de sa retraite complémentaire à taux plein, soit dans les faits un départ à la retraite à 63 ans. Un accord qui pérennise la question jusqu'en 2030 selon le chef de l'État, mais l'optimisme de François Hollande est contesté par bon nombre d'observateurs. Ces éléments sont établis sur la base des projections du corps qui sont jugées par l'ensemble des experts assez optimistes, à la fois au regard du taux de croissance et au regard du taux de chômage, donc qui permettrait effectivement d'établir ces calculs. Si la situation économique ne va pas dans le bon sens, le rendez-vous des retraites sera rapproché. D'autres rendez-vous à prévoir donc dans les années qui viennent au vu du déficit abyssal des caisses des régimes de retraite, mais également pour faire face au vieillissement de la population. Il y a un mois, le patron des Républicains, en campagne pour la primaire de son parti, évoquait la nécessité de refonder notre modèle social, notamment en rapprochant les règles du public et du privé. Toujours dans l'actualité sociale, la grève des avocats qui se durcit. La quasi-totalité des barreaux de France manifestait aujourd'hui contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, prévoit de relever le plafond de revenus pour les bénéficiaires, mais aussi de refondre le barème de rémunération. Les avocats seront donc mis davantage à contribution. En France, l'aide juridictionnelle permet aux plus démunis d'accéder au service d'un avocat. Pour sortir de la crise, les avocats demandent une rencontre avec la ministre de la Justice. 250 000 votants ont dit oui à l'unité de la gauche. Un succès pour le Parti socialiste qui organisait ce week-end un référendum pour l'union de la gauche au régional. Mais ce scrutin est contesté. Faut-il croire à la fiabilité de ces résultats? Sophie Normand-Couturier. Oubliez les ratés du scrutin, les failles d'une consultation très peu sécurisée, les multiples votes avec des adresses mail différentes ou bien les Bob Marley et Lénine qui se retrouvent sur les listes des votants. Le premier secrétaire du PS est satisfait du référendum. C'est le top, pas le flop. C'est un succès organisationnel. C'est un succès du point de vue de la participation. Et enfin, c'est un succès dans la médiatisation. Au-delà de la fiabilité du scrutin, c'est son enjeu qui est discuté, cette main tendue, alors que ni le Parti communiste ni les écologistes ne veulent mener front commun au premier tour des régionales. Avant même la proclamation des résultats, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts a opposé une nouvelle fin de non-recevoir, dénonçant un coup politique, quand le leader du Parti communiste rejette lui aussi l'union voulue par le PS.
Ça n'a rien changé, ce référendum. Et Jean-Christophe Cambadélis s'agite autour de ça, mais en vérité, il y a une autre option que celle-là, qui est de mettre les listes que nous conduisons le plus haut possible. Ça, ce sera un bon signal pour la gauche. Jean-Christophe Cambadélis ne désespère pourtant pas de rassembler l'ensemble de la gauche dès le premier tour des régionales. Il devrait cette fois-ci proposer la conclusion d'un pacte de fraternité. Et ce soir, au lendemain de ce vote, des parlementaires frondeurs socialistes, comme la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, appellent Jean-Christophe Cambadélis à se préoccuper davantage du rassemblement des socialistes plutôt que de celui de la gauche en général. Dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, la violence ne cesse de s'accroître. Les Palestiniens saluent l'idée française d'une présence internationale sur la très sensible esplanade des mosquées à Jérusalem. Des observateurs étrangers pour tenter de calmer les violences meurtrières qui secouent le pays. Une initiative diplomatique qui ne plaît guère à l'État hébreu. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France sur place a été convoqué sans aucune raison officielle par les autorités israéliennes. Tout de suite, le premier débat de notre émission avec Sonia et ses invités. Dans quel état se trouve aujourd'hui le climat social en France ? Le dialogue social, vous l'aurez remarqué, est de tous les discours. Mais concrètement, qui le porte et pour quels résultats, notamment sur le front de l'emploi? À quoi servent encore ces grandes messes sociales comme celle qui a eu lieu aujourd'hui? Nous parlerons aussi de l'ambiance ou du climat social. La France, bien sûr, n'est pas au bord de l'implosion, mais il y a toute une série de mécontentements, une longue suite de crispations qui donnent lieu à des conflits parfois violents. Comment contenir de telles situations? L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Sophie Binet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT, secrétaire générale adjointe auprès de la CGT Cadretech. Merci d'être avec nous. Nous accompagne également ce soir Jean-Eudes Duminil-Dubuisson. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, secrétaire général de la CGPME. Je rappelle que c'est la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises. Francis Brochet nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Progrès, auteur du livre « Et François Hollande enterra le socialisme » aux éditions L'Archipel. Et Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le département opinion et stratégie à l'IFOP. Et je vous propose tout de suite, madame, messieurs, d'écouter François Hollande qui a insisté aujourd'hui sur l'importance de ce dialogue social et des réformes à venir. Le statu quo n'est plus possible. Et l'alternative, c'est la réforme ou la rupture. La rénovation du modèle social ou sa disparition. Jamais les sujets de négociation n'ont été aussi nombreux. Voilà, Sophie Binet, cette phrase, elle vous est un peu destinée à vous, à votre syndicat, au terme de cette journée où la CGT a brillé par son absence. L'alternative, c'est celle-ci, entre la réforme ou la rupture ? Oui, je crois qu'il ne faut pas s'adresser aux salariés ou aux Français comme à des enfants de moins de 5 ans. On sait bien que la question, c'est quel est le contenu des réformes. Nous, boycotter cette conférence sociale, ça ne nous amuse absolument pas. L'enjeu, c'était de tirer le signal d'alarme pour alerter sur l'exaspération des salariés. Force est de constater que ça permet au moins d'en parler. Après, la question du dialogue social, premièrement, c'est bien d'en parler, de faire des grands-messes et de la communication. Le problème, c'est de le faire dans les faits. On se souvient, il y a quelques mois, de la loi Macron adoptée avec un 49.3 sans aucune concertation ou négociation avec les partenaires sociaux et contre l'avis des parlementaires. Et puis ensuite, la vraie question, c'est le contenu. Parce que le dialogue social, c'est pas juste de la forme des annonces, ça doit se traduire par du contenu pour les salariés. Et le problème, c'est que depuis bientôt 3 ans, le contenu, les salariés, ils n'en voient pas. Ou quand ils en voient, c'est des régressions à l'image de l'accord sur les retraites complémentaires qui a été signé vendredi. Le contenu, même question, Jean-Eudes Duminil-Dubuisson, du contenu aussi pour les patrons et les petits chefs d'entreprise. C'est ce que vous attendiez? On a besoin effectivement qu'il y ait du contenu. Ceci dit, quand vous parliez du dialogue social, je crois qu'on ne peut pas réduire le dialogue social à une journée au CESE qui est un peu une grand-messe. Le dialogue social, qu'est-ce que c'est? C'est 1500 accords au niveau des branches professionnelles qui sont signés chaque année, c'est 40 000 accords d'entreprise et c'est surtout dans les TPE et les PME une relation directe entre le chef d'entreprise et ses salariés, des gens qui se voient, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, qui se connaissent. Alors, on n'est pas au pays des bisounours, on peut avoir des conflits, les gens peuvent s'engueuler, mais au moins, ils se parlent, ils se mettent en face. Voilà. Presque en train d'excuser l'absence de la CGT puisque vous vous parlez avant, c'est bien ça, c'est ce que vous dites? Non, je dis simplement qu'effectivement, d'ailleurs, dans les accords, que ce soit les accords d'entreprise ou les accords de branche, bien souvent, ils sont effectivement signés par la CGT. Donc, le fait d'être absent pendant une journée ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer au niveau des branches professionnelles. Donc, le dialogue, il ne se résume pas, encore une fois, à une grand-messe de ce type-là. Et si on fait le bilan à la fin de cette journée, qu'est-ce qui restera de cette grand-messe ?
Très franchement, moi, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées en termes de... on a annoncé un calendrier, on a annoncé... Et la seule surprise, en tout cas de notre côté, qui est une mauvaise surprise, c'est l'annonce faite d'un chèque syndical, c'est-à-dire on va en parler, c'est important. Demain, ça voudrait dire que dans une entreprise... Oui, Francis Brochet, vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean Duménil-Dubuisson? Toute une journée, une grande messe, et finalement, c'est ce qui veut dire à la fin pas grand-chose. Certes, une feuille de route. Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que la phrase que vous avez sélectionnée, la réforme ou la rupture, finalement, c'est la plus politique du discours. On voit bien que François Hollande prépare la présidentielle 2017. Moi, je suis la réforme. En face, il y a la rupture. Au hasard, Nicolas Sarkozy. Mais il y a bien autre chose dans cette conférence sociale. Et je reviens à ce que disait Mme Binet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la réforme, c'est rarement ce qu'on peut appeler des avancées. Dans le contexte social, économique actuel, c'est difficile de mettre des avancées ou de nouveaux acquis dans la réforme. Donc c'est tout le problème de la réforme aujourd'hui. Mais ensuite, grand-messe, oui, et pourquoi pas? Je veux dire, la religion a besoin de grand-messe. La politique a besoin de rituels. Le social a besoin de rituels. Oui, c'est bien pour l'apparat, mais sur le fond, le concret... C'est pas de l'apparat. C'est pas de l'apparat. Je crois, dans les domaines que je viens de citer, c'est pas de l'apparat. Il y a un moment où il faut poser les choses et les ritualiser. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas, comme ça, critiquer les grands-messes pour critiquer. Encore une fois, pardonnez-moi, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Parlons par exemple de la réforme du Code du travail. Ce qu'on nous a simplement dit aujourd'hui, on nous a confirmé un calendrier qui nous avait déjà été annoncé. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est concrètement comment on va faire en sorte qu'un chef d'entreprise puisse s'y retrouver dans le maquis du Code du travail. Les discussions ont commencé entre vous et la ministre du Travail. Mais oui, mais les discussions, c'est très bien de discuter, c'est parfait d'échanger, tout ça, c'est parfait. À un moment donné, on a besoin de choses. Je vais terminer ce tour de table avec vous, Jérôme, pour que vous entendez un petit peu les différents points de vue sur cette grande réunion. Et surtout, c'est les Français qui se posent la question. Quel résultat concret, c'est ce qui nous préoccupe tous sur le front de l'emploi quand il y a de telles réunions importantes qui mêlent syndicats et patronat? Alors, effectivement, il y a des attentes qui sont fortes. En même temps, spécifiquement sur cette grand-messe, les Français n'en attendaient pas grand-chose. Je suis même pas sûr qu'ils étaient au courant. Et ce qui est assez marquant, c'est que... C'est difficile d'y échapper dans les médias. Hein, si on allumait la télévision, on écoutait la radio. Mais de savoir vraiment de quoi y retourner. Et par exemple, on peut être surpris de constater qu'il y a eu un traitement médiatique et une attention beaucoup plus importante pour cette grand-messe que pour l'accord sur les retraites complémentaires qui a été signé vendredi dernier et qui va avoir pour le coup une influence bien plus importante. Dans le sujet que vous avez présenté précédemment également, on a vu aussi différents premiers ministres ou responsables politiques vanter l'impact de leur réforme sur les retraites qui allait sécuriser et pérenniser notre système. Les Français aujourd'hui, quand on parle de social, bien évidemment, ils regardent la fameuse courbe du chômage, ils regardent aussi la fiche de paye, mais ils regardent également tout ce qui tourne autour des retraites. Et ce qui se passe, c'est que la multiplication de ces réformes, sous la droite puis sous la gauche, à un rythme très soutenu, crée une insécurité, une anxiété supplémentaire. C'est là-dessus aujourd'hui que l'inquiétude se construit notamment. Et on peut penser que voilà, les derniers éléments, les derniers développements ne sont pas forcément de nature à rassurer les salariés. Mais alors, dans ce climat, Sophie Binet, on comprend encore moins, et j'en reviens à ma première question, votre absence aujourd'hui. Non, mais justement, c'est l'enjeu. Justement, notre absence, elle permet qu'aujourd'hui, on parle des vrais sujets, de l'exaspération qui monte du monde du travail et de la nécessité pour retrouver la confiance et redonner la confiance en l'avenir, d'avoir des réformes qui soient synonymes d'avancée pour les salariés. Parce que depuis 3 ans, quand on regarde, on a la question des retraites complémentaires où là, l'accord signifie 1 an de plus pour l'ensemble des salariés, notamment les femmes qui seront les premières pénalisées. On avait déjà eu une réforme des retraites qui a coûté très cher aux jeunes en 2013. On a eu plusieurs réformes du Code du travail avec des reculs sur le droit en matière de licenciement. Donc aujourd'hui, on a besoin de pouvoir ouvrir un horizon, des perspectives pour les salariés, par exemple en matière de réduction du temps de travail ou en matière de salaire. Simplement pour réagir à ce que vous disiez sur l'accord sur les retraites complémentaires, je crois que l'enjeu, malheureusement on le connaissait, c'était tout simplement la sauvegarde du régime de retraite complémentaire. Donc on a conclu un accord qui demande des efforts, vous avez raison, aux salariés, qui demande des efforts également aux retraités et qui en demande aux entreprises. C'est un peu déséquilibré parce que l'accord, il y a 6 milliards de financement, il y a 5,7 milliards qui sont assumés par les salariés et les retraités. Le patronat daigne mettre 300 millions sur la table, mais justement pour avoir la signature du patronat, le gouvernement s'est engagé à compenser intégralement ces 300 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème d'équilibre dans les efforts et dans le dialogue social justement. Et c'est ça qu'on veut pointer à travers
travers le boycott de la conférence sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que malgré tout d'avoir un accord, c'est une bonne nouvelle? Et là, plutôt qu'une grand-messe, on est sur un dialogue social qui débouche sur quelque chose d'effectif et de concret, qui est la sauvegarde des régimes de retraite. Et encore une fois, c'est à l'avantage de l'ensemble des Français. Il ne s'agit pas d'opposer les entreprises, les salariés. Au contraire, c'est un enjeu collectif et collectivement, on a apporté une réponse. D'autres propositions étaient possibles. Oui, nous, dès le début de la négociation, dès le mois de février, on a mis des propositions concrètes et financées sur la table, notamment l'égalité femmes-hommes permettait de financer 50% des besoins en matière de retraite. Bien sûr qu'il y avait d'autres propositions. Nous aussi, on avait d'autres propositions. Simplement, on est arrivé à une formule qui convient à l'ensemble des employeurs et à la majorité des organisations syndicales de travail. Qui va se traduire par un recul de l'ensemble des salariés. Francis Brochet, voilà un exemple. Et pour ça qu'on les a laissés échanger de dialogue social sur le plateau. Évidemment, il existe partout. Patronat, petit patron dans le sens chef d'entreprise et puis syndicat. Mais est-ce qu'on veut tendre plutôt, est-ce que François Hollande, selon vous, veut tendre vers la cogestion à l'allemande? Vous savez, c'est toujours le modèle allemand. Non, je pense que c'est pas du tout... je sais bien qu'on présente parfois François Hollande comme un social-démocrate, c'est pas du tout ma vision. Vous le présentez ainsi dans votre livre. Hein, non, justement, je pense que c'est un libéral de gauche qui n'est pas tout à fait la même chose. Jean-Marc Ayrault était peut-être un social-démocrate, François Hollande ne l'est pas. Simplement, il voit bien que politiquement, il n'a pas l'espace pour faire passer un certain nombre de ses réformes, puisque c'est le mot consacré. Et s'il peut trouver des syndicats majoritaires, il y a eu une réforme de la représentativité. Les syndicats qui ont signé représentent 51% des salariés selon la dernière mesure de la représentativité. Donc s'il peut trouver des syndicats pour signer les retraites, demain peut-être l'assurance chômage, il y va. Et on sait par exemple, ça sert un petit peu à quelque chose, les conférences sociales, il nous a annoncé aujourd'hui par exemple qu'il cherchait également un accord sur le compte personnel d'activité. En un mot, vous pouvez rappeler de quoi il s'agit ? Alors le compte personnel d'activité, c'est une vraie révolution. Je ne sais pas si elle est positive ou négative, ce n'est pas mon rôle de juger cela, mais c'est une vraie révolution puisqu'on passe, pour aller vite, d'une conception des droits collectifs, des droits sociaux collectifs, à des droits individuels. Et ça change tout. Et c'est bien sûr en relation avec l'évolution de notre monde du travail, mais aussi, je pense, avec notre évolution à nous de chaque individu. Sur la table. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser réagir, Sophie Binet, parce qu'il est question de la CGT et de la politique de la chaise vide. Mais d'abord, Jérôme Fourquet, je voudrais qu'on revienne au dialogue social érigé par François Hollande comme un totem de son quinquennat. Et souvenez-vous de la phrase, cette fois-ci du candidat, on l'écoute. Public, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Voilà, l'homme, c'était l'homme, il a voulu se poser comme l'homme du dialogue social, le pacificateur pour rompre avec l'ère précédente, le quinquennat précédent. Oui, alors tout à fait, là c'était dans sa stratégie de campagne. C'est apparemment aussi dans sa nouvelle stratégie de campagne qui est en gestation pour 2017. Déjà bien avancé, oui. Voilà, sachant que il est quand même dans une configuration, une période qui est très compliquée pour lui. Comme me disait un ancien responsable syndical, il n'y a plus de grain à moudre en France actuellement. On a, depuis son élection, et ça avait commencé avant, une hausse continue du chômage. Et donc, on peut faire les grands-messes et revenir sur... soit le modèle allemand, soit d'autres éléments pour se poser comme un noble de dialogue, d'une France apaisée qui va à son rythme, mais qui se modernise, versus les conservateurs de tout poil ou ceux qui voudraient réformer à la hache. Donc on voit bien la connotation ou la coloration politique du discours. Maintenant, quelles sont encore une fois les avancées concrètes et qu'est-ce qu'il se passe ? On voit que si on quitte un peu le champ du social pour aller sur celui du politique ou de l'électoral, les deux étant liés, on a toute une partie des catégories traditionnellement acquises au Parti socialiste qui aujourd'hui ont basculé du côté de la grogne. On a, par exemple, à cette conférence sociale, la responsable de la FSU, syndicat de la fonction publique et notamment de l'éducation nationale, qui a manifesté son mécontentement. Il y a une grande mobilisation des professionnels de l'éducation ces derniers mois. On a également, on l'a vu avec Air France, puis avec STX, le fameux chantier naval de Saint-Nazaire, on voit que le torchon brûle aujourd'hui entre, on va dire, une partie de la base de la CGT
et le gouvernement. Oui, une partie de la base et peut-être plus largement aussi ce qu'on appelle toujours la confrontation des deux gauches. Sophie Binet, est-ce que aujourd'hui c'est violence des salariés contre violence sociale des patrons? C'est ce que vous avez opposé. Est-ce que ce conflit va laisser des traces et des séquelles selon vous? Non, mais c'est pas violence des salariés. Il y a eu effectivement cet incident à Air France qui a été monté en épingle. Des patrons non plus, je vous rassure. Voilà. Alors, j'ai mis entre guillemets, c'est violence sociale des patrons, c'est ce que disent les membres de la CGT, et violence des salariés, c'est ce que reprochent les patrons quand cette chemise a été arrachée. Hein. Ouais, non, mais ce sont vos propos des deux côtés. Parce qu'à l'origine, à Air France, c'est la CGT qui se bat depuis le début pour avoir un cadre de dialogue social dans lequel on met toutes les professions autour de la table et éviter les oppositions catégorielles qu'a tenté d'organiser la direction. Ça, c'est le travail que fait la CGT depuis le début. Et quand effectivement, dans un moment tendu, alors qu'on alerte la direction en disant il y a ce rassemblement qui va être organisé, on avait posé un certain nombre de questions techniques pour organiser la sécurité, on n'a pas été entendu. Ça aurait pu être évité, les incidents qui ont lieu. On a d'ailleurs bien vu dans les images que c'est la CGT... Vous laissez entendre qu'on les a même laissés faire? Malheureusement, si on nous avait écoutés, parce que nous, on avait prévenu un certain nombre de responsables, si on nous avait écoutés, ça n'aurait pas eu lieu. C'est la CGT qui s'est interposée pour éviter que ça ait lieu. Donc après, ces incidents ont été montés en épingle en essayant d'en faire un outil de communication. Force est de constater que ça n'a pas marché. Et sur le dialogue social, je suis désolée, c'est pas la CGT qui a traité les salariés de voyous, c'est le Premier ministre. Donc après, bien sûr que quand on organise une conférence sociale une semaine après, c'est compliqué. Et c'est pas la CGT qui a fait adopter une réforme contre le mode du travail avec le 49.3 au mépris du vote des parlementaires. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le dialogue, c'est certainement pas la violence. La violence ne mène à rien. Là, les images qu'on a vues sont des images qui sont absolument inadmissibles, avec des gens, pardonnez-moi, mais qui avaient un brassard CGT sur le dos. Donc, à un moment donné, on ne peut pas accepter un comportement de ce type-là. Quand les gens discutent, on peut avoir des désaccords, on peut avoir des points de vue différents, mais de là à s'arracher la chemise et à commencer à se taper dessus, c'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Au climat, Francis Brochet, on entend beaucoup de commentaires. Et puis vous me permettrez juste un tout petit mot quand même sur Air France. Oui. Air France est une entreprise qui est très fortement syndicalisée, donc il y a des instances du personnel, il y a des lieux de dialogue à l'intérieur de cette entreprise, et le résultat, c'est celui-là. Donc, quand on veut à tout prix nous imposer des présences syndicales dans les PME, là, on a un peu un contre-exemple. Bon, là, c'est front contre front. Vous n'allez pas vous mettre d'accord. Francis Brochet, je vais élargir au climat social. Juste un mot sur Air France, pardonnez-moi, mais il y a un paradoxe, c'est que finalement, il y a cette explosion de violence de tous côtés, on va dire, pour aller vite, et cette explosion de violence sur un plan destiné à ne pas être appliqué, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de la direction qui, chacun pourra juger de sa pertinence, qui consiste à dire un premier plan ne passe pas à cause d'une seule catégorie du personnel, qui sont les pilotes. Et je parle au terme des syndicats, je veux dire, ce sont les seuls qui n'ont pas voulu signer. Donc, puisque c'est ça, on vous met un plan 2 fois plus dur. Mais on espère ne pas avoir à l'appliquer ça veut dire qu'il faudrait que les pilotes reviennent à la table de discussion. Donc finalement, on a ce déchaînement de violence sur un échec total du dialogue. C'est un peu aberrant. Oui, c'est voilà l'exemple. Mais après, là où le dialogue vous bloque, connaissez l'argument qui est souvent cité, c'est qu'il y a moins de conflictualité, selon le terme scientifique, dans les entreprises, c'est-à-dire moins de grèves. Alors après, on peut l'expliquer de deux manières. Soit ça discute mieux dans les entreprises, soit les employés ou les salariés sont dans une situation telle qu'ils n'ont guère envie de faire grève parce que c'est trop dangereux. Les interprétations sont possibles. Il y aurait peut-être une forme de résignation et de renoncement qui explique qu'il n'y a pas une coagulation des mécontentements. C'est ce que ça pourrait être une raison. On peut l'imaginer, en tout cas. On peut l'imaginer, ceci dit, quand il y a moins de grève, c'est quand même quelque chose de positif. Après, on peut l'interpréter comme on veut. Factuellement, effectivement, il y a moins de jours de grève. Ça peut être aussi dû à la résignation. Le problème, c'est qu'il y a une exaspération qui monte chez les salariés qui se traduit d'une façon ou d'une autre. Votre deuxième sujet, c'est la montée du Front National, qui monte en particulier chez les salariés, chez les ouvriers qui se sentent abandonnés d'un certain nombre de politiques. Il y a des messages qu'il faut entendre. Et là, par exemple, à Air France, ça fait des années que les salariés font des sacrifices, ça fait plus de 10 000 suppressions d'emplois qu'on leur impose, et là qu'on vienne encore leur demander de supprimer 2900 emplois alors que le trafic aérien augmente et que l'État fait des choix contestables dans le domaine, par exemple en augmentant les taxes d'aéroport et en favorisant l'implantation des compagnies saoudiennes et qataries en France alors qu'elles ne respectent absolument pas le dialogue social, forcément que ça exaspère. Et il y a d'autres choix qui seraient possibles, et encore une fois,
la CGT a fait d'autres propositions concrètes sur le sujet. En guise de conclusion, je vais élargir donc à tout le climat social pour que vous me donniez votre avis, votre impression. Jérôme Fourquet, on entend quand même beaucoup de commentaires ces derniers jours pour qualifier cette météo sociale. Alors, suivant qu'on est syndicaliste ou membre du gouvernement, soit on l'exagère un peu, cette tension sociale dans le premier cas, soit on la minimise au contraire. Est-ce qu'il y a des critères objectifs pour la mesurer, la juger? Je me souviens l'année dernière, c'était les préfets qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur la tension sociale dans le pays. Comment on peut la mesurer, pas au doigt mouillé en ce moment? Alors, il y a les remontées terrain que peuvent faire les préfets. Il y a aussi la comptabilisation du nombre de jours de grève, ou la dureté d'un certain nombre de conflits. Maintenant, par définition, on est dans le domaine de la psychologie. Et donc c'est toujours assez difficile à évaluer. Nous, de notre fenêtre à l'IFOP, ce qu'on a plutôt tendance à observer, c'est un sentiment assez contrasté, à la fois de colère sourde, mais aussi d'une certaine forme de résignation, et qui fait que dans un certain nombre de cas très particuliers, quand les salariés, par exemple, n'ont plus rien à perdre, eh bien, la colère peut exploser, même si, en parallèle, parce que les choses sont très compliquées... Là, vous vous rejoignez avec Sophie Binet. On a des entreprises qui continuent de négocier. Vous la sentez monter cette résignation? Je ne sais pas si on peut parler de résignation. Effectivement, nous, on n'a pas le sentiment à l'intérieur des PME qu'on est au bord de l'explosion sociale. Encore une fois, les rapports entre les chefs d'entreprise et les salariés se déroulent dans des conditions... Alors après, la période est difficile, on le sait bien, mais on n'a pas le sentiment que ça va exploser. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que du côté des chefs d'entreprise, des petites entreprises de TPE, là aussi, dans certains cas, il y a une exaspération parce que les normes s'ajoutent les unes aux autres, que le coût du travail reste très élevé et que certains chefs d'entreprise ont l'impression tout simplement de ne pas pouvoir s'en sortir. Pas d'implosion, mais une série quand même de mécontentements, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Restez avec nous, la suite de votre émission. On va plus loin et on va s'intéresser à la Chine. Rien ne va plus pour l'économie chinoise. Le ralentissement est confirmé, mais est-ce que ça risque de durer et quelles conséquences pour nous? C'est l'édito du soir. Et on va parler de la Chine. Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Et on va d'abord passer par Londres, puisque le Premier ministre chinois s'y rend. Une visite d'État, Jean-Louis, de 4 jours et un enjeu d'importance. Oui, alors ça commence demain. Et pour commencer par l'anecdote, on dira que la reine d'Angleterre n'accorde que 2 visites d'État par an. Et donc, le dirigeant chinois, on peut dire que l'empereur de Chine va être donc reçu royalement par les Britanniques, et pour plusieurs raisons, car les enjeux sont très importants, et même pour nous indirectement. D'abord, des enjeux industriels. La Chine veut construire et participer et financer le TGV Londres-Birmingham. Il y en a quand même pour 16 milliards de dollars. La Chine qui finance et qui construit un TGV en Angleterre, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la high-tech, ce qui veut dire que Londres va donner une sorte d'agrément technologique, de validité à la technologie chinoise qui pourra ainsi mieux s'exporter ailleurs qu'en Grande-Bretagne et notamment en Europe. Deuxième aspect, le nucléaire. C'est-à-dire que les Chinois disent « nous voulons construire une centrale nucléaire en Angleterre ». Vous savez que EDF est sur un projet d'EPR qu'il a du mal à financer. La Chine dit « d'accord, moi je vais financer 40% du projet d'EPR de EDF à condition que je construise la mienne ». On est là aussi sur une autre technologie, une technologie nucléaire qui va être validée par les Britanniques avec la possibilité d'exporter à l'international. Puis troisième aspect, le financement, puisque la City de Londres va accepter de traiter des obligations d'État chinoises. Ça veut dire que c'est des quantités gigantesques d'argent qui vont être traitées directement par la City de Londres et qui, à partir de là, va renforcer la place financière de Londres au détriment évidemment de la nôtre qui fait un petit peu PME, je dirais, par rapport à la Grande-Bretagne, mais aussi de Francfort. Donc on a l'impression que les Britanniques jouent la carte chinoise. Jusqu'à présent, ils étaient un petit peu la tête de pont des États-Unis en Europe. Et maintenant, on a l'impression qu'ils disent, bon, les temps changent, c'est plutôt du côté chinois qu'il faut regarder. Et justement, s'ils regardent du côté chinois, qu'est-ce qu'ils voient dans les chiffres de l'économie, Jean-Louis Gombaud? Parce qu'on a beaucoup parlé des éventuelles conséquences sur l'Europe et notamment sur la France. Alors justement, effectivement, les chiffres qui sont sortis aujourd'hui montrent que le ralentissement chinois
est confirmé, puisqu'on est en dessous de 7%. Cela dit, si on était, nous, à 7% en France, avec notre petit 1%, ça serait tout à fait différent. Mais le ralentissement est prononcé. Ce qui veut dire que, quelque part, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dire « Ah, ils sont fragiles, donc il faut se méfier ». Non, on a l'impression que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ils vont faire un plan de relance. Comme ils vont faire un plan de relance, il faut quand même qu'on soit plutôt copains avec les Chinois pour pouvoir y participer. Par ailleurs, les Chinois ont monté en mars dernier une banque asiatique de construction d'infrastructures. Ils ont mis 60 milliards de dollars sur la table et ils ont dit qui même me suivent. Les Britanniques ont été les premiers à répondre présent. Tout le monde adhère maintenant à cette banque chinoise internationale, sauf les États-Unis et le Japon, pour des raisons que l'on comprend. Et par ailleurs, enfin, on se dit quand même, si les Chinois ralentissent, ils vont être plus agressifs sur le plan commercial, plus agressifs sur les salaires, et on commence à se méfier. Donc on arrive à une situation un peu paradoxale. Jusqu'à présent, on disait « Attention, la Chine se réveille », et maintenant on dit « Attention, la Chine s'endort ». Donc on ne sait plus très bien comment se situer par rapport à ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombaud, pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Public Sénat. Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Paul Bouffard. C'est presque un cri d'alarme que lance ce soir la sénatrice de Calais, Natacha Bouchard. La maire de la ville en appelle à l'armée pour prendre en main la situation d'urgence qui règne dans cette jungle où vivent 5 à 6 000 migrants. On a appris également que ce bidonville était situé dans une zone industrielle à risque, une zone dite Seveso. Les détails avec Jennifer Semet. Ils étaient 3 000 il y a 3 semaines, aujourd'hui ils sont 6 000. Face à cette urgence, c'est presque un appel au secours que lance aujourd'hui la maire de Calais. La sénatrice du Pas-de-Calais demande à l'armée de venir surveiller cette zone et mieux la contrôler. Je demande à monsieur le ministre Cazeneuve qu'il étudie cette possibilité de faire intervenir l'armée dans ce site parce que les forces de l'ordre seules ne sont pas en capacité de pouvoir contrôler et de pouvoir gérer ce qu'il s'y passe. L'installation des migrants dans la jungle de Calais pourrait aussi être compromise par l'annonce du classement en zone Seveso du site. La cause, sa proximité immédiate avec 2 usines chimiques. De son côté, la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussiot, relativise cette révélation. Elle rappelle que cette zone Seveso a été réduite depuis plusieurs années. Dans l'actualité internationale, un nouveau signe des tensions qui ne cessent de croître en Israël. Un Érythréen est mort abattu par un agent de sécurité. Lynché par la foule, il a succombé à ses blessures. Il a été pris par erreur pour un assaillant lors d'un attentat à la gare de Beersheva. Ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou appelle les Israéliens à ne pas faire justice eux-mêmes face à l'escalade des violences. À 42 jours de la grande conférence sur le climat à Paris, notez cette initiative prise en Norvège. Plus de voitures dans le centre d'Oslo, la capitale du pays d'ici à 2019. Une zone où travaillent chaque jour 90 000 personnes. Une initiative qui ne devrait pas déplaire à la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut faire rendre les berges de Seine rive droite aux piétons. En plein cœur de Paris, plus de 3 km sans voiture et transformée en aire piétonne verte. Anne Hidalgo qui compte sur une mise en chantier dès l'été 2016. Autre information, ce soir, les suites de l'affaire Platini. On le savait, meneur de jeu sur le terrain. Aujourd'hui, Michel Platini joue la défense. Dans une interview au journal Le Monde, il s'explique sur le versement de près de 2 millions d'euros reçus de Sepp Blatter en 2011. Un truc d'homme à homme, explique l'intéressé qui avoue aussi avoir été envoûté par le président de la FIFA. La candidature de Michel Platini à la tête du football mondial semble ce soir, une fois de plus, fragilisée. Fin de ce flash, il est l'heure du second débat de ce soir. Sonia, avec vos invités, vous revenez sur cette montée du populisme en Europe. Oui, merci Paul. Et presque partout en Europe, il progresse en se nourrissant notamment de la crise des migrants. Depuis le début de l'année, les partis d'extrême droite, ou en tous les cas à l'extrême du parti de l'échiquier politique, font même de véritables percées en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse hier soir, à l'image aussi de la France où Marine Le Pen est de tous les discours et de toutes les craintes, notamment à gauche comme à droite. On va en parler ce soir, parler de ce paysage européen, mais d'abord le tableau politique. Que se passe-t-il en Europe? On voit tout cela avec Nathalie Guillouard. Que ce soit en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Suède, l'extrême droite progresse partout. Partout en Europe, dopée par l'arrivée des migrants depuis le début de l'année.
Encore ce week-end, la poussée de l'extrême droite se confirme en Suisse avec l'UDC, l'Union démocratique du centre. Déjà la première formation politique du pays, le parti gagne 11 sièges par rapport à 2007. Une avancée également en Suède. Pour la première fois cet été, les démocrates de Suède ont été placés en tête d'une enquête d'opinion. Leur combat en vue des futures élections, une tolérance zéro vis-à-vis de l'immigration. Même atmosphère en Autriche, ce pays qui se retrouve sur la route des réfugiés connaît une progression du Parti de la Liberté. Il y a 10 jours, le parti d'extrême droite réalisait à Vienne un score historique. Des partis qui prospèrent souvent dans un climat tendu. Ce week-end, une candidate à la mairie de Cologne favorable à l'accueil des migrants a été poignardée en Allemagne à la veille des élections. Elle a été élue hier dans une ville qui accueille déjà 8000 réfugiés. Et sur ce sujet, nos invités ce soir, Emmanuel Morel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député européen socialiste, animateur du courant Maintenant la gauche. Avec nous également Nicolas Bay. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Député européen et secrétaire général du Front National. Nous accompagne également Guillaume Roquette, bienvenue. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et Laurent Bouvet, bonsoir, essayiste, politologue et universitaire, auteur notamment de l'insécurité culturelle. Alors messieurs, ils montent, ils progressent, les sondages l'attestent et les élections locales dans plusieurs pays européens le démontrent. Les partis d'extrême droite connaissent une dynamique, Guillaume Roquette, particulièrement forte. Déjà, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il faut la lier au défi en ce moment qu'on connaît, au défi des migrants et des réfugiés? Je crois qu'il y a un double défi, le défi effectivement des migrants, et puis un défi démocratique qui est que, à tort ou à raison, il y a un certain nombre de citoyens européens qui sont de plus en plus nombreux, semble-t-il, qui considèrent que l'Europe se construit sans eux et qu'elle prend des décisions absolument essentielles sans consulter les peuples. Et donc, il y a une réaction qui est à la hauteur de ce déni démocratique, d'une certaine manière. Le choc des migrants, des réfugiés est un événement absolument considérable pour l'Europe. Il y a des décisions qui sont prises. On ne sait pas très bien par qui, on ne sait pas très bien comment. Ça se passe entre Bruxelles, Berlin, Paris court derrière. Au début de l'été, on ne voulait pas de quotas. Maintenant, on trouve que c'est très bien. On nous disait qu'il y avait 150 000 migrants. Maintenant, on parle d'1 million, d'1,5 million. Et les peuples assistent à ça. Personne ne leur a demandé leur avis. Alors, effectivement, quand ils peuvent voter, ils le font, et assez brutalement. Emmanuel Morel, vous êtes d'accord avec ce constat, ce double constat, défi des migrants et manque de démocratie? Non, il y a incontestablement une crise du projet européen qui s'est exprimée de façon paroxystique, à la fois sur l'affaire des réfugiés, mais aussi au moment de la crise grecque, où il y a eu un effet de sidération par rapport à ces tentatives de punition d'un peuple qui voulait incarner une autre politique en Europe. Mais il faut aussi ajouter que les mouvements d'extrême droite, notamment nationalistes, se développent parce que la crise économique et sociale est toujours là. Le chômage de masse, la persistance des inégalités, la paupérisation dans un grand nombre de sociétés européennes qui ont été impactées par la mondialisation libérale, ça contribue incontestablement à la montée des peurs, à la montée des insécurités, et donc à la montée des partis qui prospèrent là-dessus, qui n'ont pas de réponse, mais qui jouent sur les peurs, et c'est le cas du Front National, notamment en France. Juste un mot là-dessus, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, on ne peut pas dire que ce soit des pays qui soient durement... Mais ils sont impactés par la mondialisation libérale comme les autres. Et vous savez, il y a la peur de ceux qui n'ont rien, puis il y a la peur de ceux qui ont quelque chose, qui ont peur de perdre. Et tout ça contribue à ce climat délétère dans lequel on vit en Europe et qui favorise les mouvements xénophobes. Nicolas, est-ce que vous vous retrouvez, par exemple, on va prendre ce parti hier qui a remporté quand même la mise en Suisse, on va écouter son leader, Tony Brunner, qui parle du chaos migratoire. Il faut voir que la distribution des contingents est faite avec une méthode qui est totalement mauvaise. Nous devons rendre l'Europe moins attirante et faire passer le message que nous n'accordons pas de droit d'asile. Les réfugiés de guerre doivent être protégés localement et cela demande des infrastructures. Il faut soutenir ces infrastructures, par exemple en Turquie. Ça, c'est la bonne méthode. Mais prendre tous ces gens en Europe, c'est la mauvaise chose à faire. Ce sont en quelque sorte vos jumeaux politiques? Oui, il y a des spécificités dans chaque pays et nous respectons ces spécificités. Nous avons au Parlement européen un groupe de 8 nationalités différentes et nous respectons évidemment les particularités de chaque pays, de chaque mouvement. Mais c'est vrai que nous avons en commun la défense de l'identité de nos nations respectives et la défense de la souveraineté de nos peuples. Et aujourd'hui, c'est pas simplement lié au chaos migratoire actuel, qui est extrêmement préoccupant, mais il y a une lame de fond depuis des années en Europe de la montée de mouvements patriotes
j'ai entendu des vocables divers, extrémistes, etc. C'est pas le cas. Ce sont des mouvements patriotes. Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, non, mais quand même. Je dis simplement que... Moi, j'aime mon pays autant que vous. Oui, mais il y en a qui parlent aussi de populisme. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas dit ça, moi, parce que la défense du peuple, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, et moi, ça me déplaît pas. Mais ce sont en réalité des réflexes naturels de défense de nos compatriotes en France, et c'est vrai ailleurs en Europe, pour défendre leur identité, qui est aujourd'hui menacée par le multiculturalisme et par les vagues migratoires successives, sans aucun contrôle, l'immigration légale, l'immigration clandestine, et la souveraineté nationale, qui aujourd'hui est très gravement remise en cause. On le voit d'ailleurs avec le fonctionnement des institutions européennes, ça, on va en parler, avec la Commission européenne qui décide de tout, le Parlement qui a un pouvoir très réduit, et les peuples qui subissent. Et aujourd'hui, je finis, excusez-moi, non seulement quand on fait un référendum, on ne tient pas compte de ce qu'ont dit les habitants, les citoyens par référendum, mais aujourd'hui on l'a vu avec la question migratoire. La Commission européenne et le Conseil passent à la majorité qualifiée, c'est-à-dire sans unanimité, des chefs d'État ou des ministres. Ça montre bien que cette Europe ne fonctionne pas du tout de façon démocratique. Et aujourd'hui, c'est parfaitement ressenti. On nous avait vendu l'Europe... On va en parler. Laurent Bouvet, vous êtes d'accord? Il y a une matrice commune de ces différents partis. Alors certains les appellent populistes extrême droite, et vous utilisez le terme de patriote. Alors attention, sur le populisme, le populisme n'est pas un programme ni une idéologie, c'est un style politique. On voit aussi du populisme chez un Donald Trump aux États-Unis, on en a vu chez Corbyn dans les élections travaillistes anglaises, on le voit chez d'autres, y compris aussi un peu chez Podemos, il y en avait aussi chez Tsipras en Grèce. Donc attention à ça. Simplement, il y a effectivement tout ce qui a été dit, qui est tout à fait juste sur l'économie, sur les questions, donc moi j'ai appelé insécurité culturelle, qui joue évidemment un très très grand rôle. On le voit parce qu'il y a des différences de contexte économique, donc il y a un facteur qui explique. Il n'y a pas de mono-explication, je crois que ça c'est très important, et les facteurs sont entremêlés. Il y a aussi un élément qu'on voit au-delà des partis dont on a parlé jusqu'ici, donc là je parlais de Trump aux États-Unis, de Corbyn, d'autres phénomènes en Europe. Il y a une défiance vis-à-vis des institutions, une défiance vis-à-vis des élites, une défiance vis-à-vis de tout ce qui est organisé, installé politiquement. Il y a une protestation qui vient des sympathisants des partis comme au-delà dans la société. C'est un élément extrêmement important qu'on voit dans toutes les élections. On pourrait aussi en parler sur l'élection qui a lieu aujourd'hui même au Canada, où il y a des éléments de ce genre. Donc on a là quelque chose de très massif qui est alimenté par les crises liées à la mondialisation, aux difficultés d'ajustement, aux problématiques des frontières. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Qu'est-ce qu'on fait une frontière? Une frontière, ce n'est pas un mur. On voit dans le monde qu'il y a une tentation chez certains de construire des murs, mais ce n'est pas non plus une plaine, quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'existe pas. C'est quelque chose où il se passe des choses spécifiques. Il y a un extérieur, un intérieur. C'est quelque chose qui s'ouvre, qui se ferme, qui respire, qui est un lieu d'échange et en même temps de différenciation. Donc tout cela aujourd'hui, il n'y a plus d'offre politique capable de l'apporter, sinon justement des partis comme le Front National, comme l'UDC en Suisse, qui ont une offre spécifique. On l'a entendu, identité, souveraineté, avec un mixte très particulier. Le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas de capacité d'offrir, j'aime pas beaucoup ce mot d'offre politique, mais tant pis, d'offrir quelque chose qui permette d'aller de projet contre projet, d'aller contre ce rouleau compresseur qui est en train, effectivement, de gagner les cœurs et les reins européens, et avec, évidemment, des conséquences qui peuvent être celles qu'on ne souhaite pas quand on n'est pas spécifiquement dans le camp indiqué. Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de mur, c'est là-dessus aux États-Unis, Donald Trump fait campagne. Il dit je montrerai un mur entre le Mexique et les États-Unis et je l'appellerai le mur Trump et ce sera pour arrêter l'immigration. Donc très clairement, le point clé, c'est effectivement une espèce d'angoisse identitaire face à une immigration qui apparaît comme étant dérégulée. Et puis aussi, moi je pense que c'est le premier point. Ça joue, mais il y a pas le deuxième point, c'est un déficit de démocratie. J'y reviens. Le problème de l'Europe, c'est que très longtemps, les élites, pour reprendre votre expression, ont considéré que l'Europe était quelque chose de trop compliqué pour que le peuple s'en occupe. Et bien, le peuple, c'était par exemple Jacques Delors. Jacques Delors, qui était un homme tout à fait remarquable par sa vision, qui n'a jamais eu des fonctions électives de premier plan, parce qu'il a été élu maire. Il a été élu maire en 83. Absolument. Premier plan, pardon, c'est pas des honneurs de Clichy de le il a été élu comme ça. Ce sont des gens comme Simone Veil, des gens qui avaient une espèce d'idéal
Mais seulement cet idéal, il n'était pas forcément connecté avec ce qu'attendaient les gens. Et effectivement, quand on demandait leur avis aux gens, comme en 2005 en France, avec le référendum sur la Constitution européenne, les citoyens répondaient non, et on leur a imposé, comme on l'a imposé aux Hollandais, aux Irlandais. Attention, jusqu'où cela va aller, je vous pose la question, Emmanuel Morel et Nicolas Bay, en faisant très attention à la question, parce qu'il y a eu une agression en Allemagne d'une élue qui est devenue, maintenant, ça y est, c'est fait, maire de Cologne. C'est l'œuvre d'un homme qui se qualifie, lui, de raciste néo-nazi, qui est opposé farouchement à l'arrivée des réfugiés. Mais est-ce que ça illustre pour vous deux, Nicolas Bay, je vous pose la question, une tension paroxystique sur ce sujet aujourd'hui? On peut pas. C'est un fait divers grave, en l'occurrence, mais on a déjà connu des agressions politiques. Oui, mais les agressions politiques, ça a toujours existé venant de tous les bords. Mais je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit par Laurent Bouvet, qui me semble très juste sur la question de la frontière. Parce qu'en fait, c'est ça, actuellement, le vrai sujet, et qui n'est pas toujours exprimé de façon aussi claire. Aujourd'hui, on n'a plus de frontières parce que l'Europe s'est construite sur le modèle, sur le dogme même de la libre circulation, la disparition des frontières, et on nous a vendu l'idée que la suppression des frontières nationales s'accompagnerait d'une protection des frontières extérieures de l'Europe. Ça n'est pas le cas, il n'y a pas de frontières extérieures de l'Europe, les moyens de Frontex sont dérisoires, Mare Nostrum, Triton, tout ça ne marche pas, et aujourd'hui, les nations européennes se trouvent confrontées à cette immigration massive, précisément parce qu'il n'y a plus de frontières. On n'a jamais autant construit de murs que depuis qu'on n'a plus de frontières. Aujourd'hui, on essaye de substituer l'absence de frontières par des mesures prises à la va-vite, dans le cafouillage généralisé, dans une forme assez inquiétante. Vous nous direz ce que vous proposez, parce que vous dénoncez beaucoup, vous nous direz quelle forme de proposition il y a derrière. Sur la violence à laquelle vous faites allusion, je m'excuse, mais la violence politique venant de l'extrême droite, c'est quand même une vieille tradition historique. Il y a un militant des Verts qui a tué la moitié du conseil municipal de Nanterre. Nous, on n'a pas conclu que les militants. Si vous voulez que je fasse l'histoire glorieuse de l'extrême droite en France et en Europe, Parti communiste, de la gauche. C'est pas le thème de notre débat ce soir. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une idéologie incontestablement qui est porteuse de violence, puisqu'elle monte les uns contre les autres. Mais moi, la question de quand même, évidemment, à partir du moment où vous passez votre temps à expliquer que les migrants sont une menace pour l'Europe, que le modèle européen est menacé, ça n'est pas étonnant à un moment que des gens passent aux actes. Moi, je voudrais revenir sur la question de la démocratie parce que je pense que vous avez totalement raison sur un point. Il suffit de lire les mémoires de Jean Monnet pour s'en rendre compte. Les pères fondateurs de l'Union européenne disaient on va régler la question de la paix avec le doux commerce. Et on n'est pas obligé, c'est écrit textuellement dans les mémoires de Jean Monnet, d'en passer par le peuple, parce que c'est compliqué. Donc il y a en effet une sorte de caste qui s'est progressivement constituée et qui a voulu faire l'Europe en dépit des peuples, voire même parfois contre les peuples. Et ça a été de façon paroxystique en 2005, où il y a eu cette réponse assez forte des peuples. Mais là où je crois que la mauvaise réponse est celle du repli. On peut imaginer une souveraineté qui soit une souveraineté au-delà de la nation. Bien sûr. Juste un point. Moi, j'y crois profondément. C'est-à-dire, on peut totalement imaginer une Europe dans laquelle les peuples donnent leurs solutions, font part de leurs préconisations, et que ça soit démocratique. Le problème, c'est qu'il faut démocratiser les institutions, mais il ne faut pas casser le... Là, on est au cœur du sujet. Évidemment, moi, je crois qu'on le peut. D'ailleurs, le Parlement européen, vous y siégez comme moi, a des prérogatives de plus en plus nombreuses. Ça progresserait lentement, mais la réalité, c'est que ça avance. Les parlementaires européens que vous êtes, mais moi, quand j'entends cette espèce de tour de Babel qu'est le Parlement européen, je ne sais pas où je suis. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis à Bruxelles ou à Strasbourg. Les gens sont indiqués par des espèces de numéros, ils sont complètement anonymes. On ne sait pas pour qui on vote parce que dans chaque pays, les listes sont extrêmement lointaines. Vous disiez la souveraineté partagée ou déléguée. On est au cœur du sujet là. C'est que la souveraineté, elle ne se partage pas. Je pense que tout a été dit. Non, mais elle ne se pense pas nécessairement et uniquement dans le cadre de l'État-nation. Eh bien, voilà. C'est ça le désaccord. C'est le nœud du problème, c'est ce qui vous oppose. Le point clé, c'est celui-là. C'est que les peuples d'Europe considèrent, en tout cas pour un très grand nombre d'entre eux, que la nation est l'horizon indépassable de la souveraineté et qu'à chaque fois que vous voulez déléguer... dans l'histoire. Eh bien oui, mais seulement voilà, c'est comme ça. Les nations ont mis du temps à se construire. Aujourd'hui, les élites européennes veulent les détruire. Eh bien, les peuples ne le veulent pas. Et je crois qu'il y a cette angoisse identitaire dont on parlait. C'est pas seulement par rapport à l'immigration, c'est aussi par rapport à leur existence
en tant que nation. C'est aussi, je pense, leur inquiétude économique face à la globalisation qui relève de la même démarche. Pourquoi? Parce que pour les gens, l'Europe et la mondialisation, c'est la même chose, en fait. Et donc, là aussi, il y a une inquiétude sur leur avenir en disant on va être dépossédé de notre destin. La construction européenne, au début, on nous l'avait vendue il y a quelques décennies comme l'idée que les nations européennes, collectivement, pourraient être plus fortes, avec l'idée même d'une souveraineté européenne, etc. On s'est aperçu que dans l'esprit des mondialistes, c'est une étape vers le mondialisme. C'est l'Europe ouverte, c'est le traité transatlantique. Aujourd'hui, qui est en cours. Oui, mais les ultralibéraux, et vous le savez aussi bien que moi, ils dominent au Parlement européen. Tout se passe en consensus droite-gauche. Les votes sont acquis à une majorité, pas du tout. Vous êtes d'accord sur ce constat? Vous avez le groupe PPE, le groupe SCD, le groupe ALDE, c'est-à-dire la droite, la gauche et les centristes qui votent ensemble l'essentiel des grandes orientations, qui ensuite sont imposées. On voit avec le traité transatlantique que l'Europe pour eux n'est qu'une étape, c'est-à-dire que l'étape suivante, c'est le grand marché transatlantique, libre circulation totale, aucun droit de douane avec les États-Unis, et évidemment après ça se poursuivra avec d'autres pays pour en arriver à une logique de libre-échange total, l'Europe étant réduite à une espèce de terrain de jeu avec la grande finance qui décide de Laurent tout. Bouvet. Eh bien, c'est évidemment ce que ne veulent pas les peuples, et les peuples ont parfaitement compris aujourd'hui que cette Europe-là ne servirait jamais leurs intérêts. Il y a un souci avec la nation pour deux raisons simples. La nation, c'est à la fois dans l'esprit commun général des peuples européens qui en ont beaucoup pâti, évidemment, qui ont été les principaux à en pâtir, même si ça s'est passé dans d'autres parties du monde, ça a été le nationalisme et la guerre. Mais la nation... Le nationalisme, c'est la guerre, ce qu'avait dit François Mitterrand. Mais la nation, ce n'est pas que cela dans l'esprit et la mémoire des peuples. L'État-nation, c'est aussi, ça a été le lieu de la démocratie. Or, il n'y a jamais eu de démocratie ailleurs que dans le cadre national jusqu'à présent dans l'histoire humaine. Et ça a été le lieu de la solidarité au sens moderne. Quand on est parti des solidarités traditionnelles, familiales, villageoises, etc., la solidarité nationale, la construction de l'État-providence, la sécurité sociale, ça s'est fait dans un cadre national. Entre un Lillois, un Niçois, un Strasbourgeois et un Brestois, il y a l'idée qu'on est français, parce qu'on peut avoir des cultures plus proches de l'Italie pour certains, plus proches de la Flandre, plus proches de l'Allemagne pour d'autres, etc. Mais on est français, on a la même sécurité sociale et on est solidaire, alors que ça va être beaucoup plus difficile avec un Lituanien ou avec un Roumain, etc. Donc la nation ne peut pas être passée par pertes et profits. Historiquement, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et la souveraineté a été conçue depuis le XVIIe siècle comme un élément fondamental de l'État dans le cadre national. Aujourd'hui, tout cela est remis en cause par énormément de choses, par la démographie, par les migrations, par aussi les menaces climatiques, sanitaires, etc., qui ne connaissent pas les frontières, par la mondialisation économique, on l'a dit, par les crises migratoires que ça implique, par tout un ensemble de choses. Et évidemment, les peuples ont peur de ce qui est en train d'arriver, parce que ça les sort de zones de confort. Or, cette zone de confort ne doit pas être prise pour la seule solution, mais ne doit pas être prise non plus pour négligeable et passer comme ça en disant ces gens-là sont des abrutis. Aujourd'hui, il faut aller vers l'avenir. Emmanuel Morel, j'ai envie de vous poser la question suivante. Et maintenant, quel discours tiennent les opposants à ces partis? Quel discours et quels arguments doivent tenir les partis dits classiques? Est-ce que ça marche encore d'agiter le chiffon rouge ou de faire des leçons de morale? Je vous prends l'exemple ce matin, c'était sur RTL, François Hollande qui, pour parler de la possibilité d'une région gagnée par le Front National, mais dit regardez l'image que ça aura sur la France, regardez les investissements, il y aura des conséquences. Est-ce que c'est le bon argument selon vous? C'est pas le seul en tout cas. Mais il ne faut pas se priver de l'utiliser, d'autant plus que moi, quand François Hollande est venu à Strasbourg avec Angela Merkel, j'étais très frappé parce que vous dites patriote, mais le discours de Marine Le Pen qui interpellait le président en des termes, franchement, on est français aussi. Il y avait quand même une déconsidération de la fonction, alors que vous êtes censé respecter les institutions, qui était choquante. Mais pour répondre d'un point de vue idéologique à votre question, moi je pense que la solidarité et la démocratie, évidemment, s'épanouissent dans le cadre national, mais on peut imaginer demain, et c'est aussi le projet européen, qu'elles s'épanouissent au-delà de nos frontières. Pourquoi? Parce qu'on parle de la mondialisation depuis tout à l'heure, mais la mondialisation, c'est des grands ensembles continentaux qui sont en train de se constituer, et parfois, une nation, un pays, ne peut pas lutter seul dans ce cadre économique global. La réponse, c'est pas l'affaiblissement général. Et donc moi je pense, le pari politique des Européens, et moi je le suis passionnément, c'est que l'Europe peut être le niveau pertinent pour répondre à la mondialisation libérale, mais à une condition, c'est qu'elle préserve un modèle social spécifique et qu'elle ne s'aligne pas, par exemple, sur le modèle américain ou sur d'autres. Ça, c'est possible
pourvu qu'on se batte. Et c'est une réponse positive. C'est un chemin de crête, quand même. Bien sûr, mais vous savez, la politique, la plupart du temps, c'est des chemins de crête. Il faut l'assumer, il faut aller de l'avant. Le problème, c'est que cette solidarité dont vous parlez, les Européens ont été prêts à la vivre. Les Allemands ont été prêts à payer pendant des années pour le reste de l'Europe, notamment parce qu'ils avaient beaucoup de choses à se faire pardonner, justement, dans ce qui avait été l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Et les pays dits développés ont été prêts à payer pour les autres, qui avaient un rattrapage à faire, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Le problème avec les migrants, c'est que on change de solidarité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cette solidarité, elle s'exerçait entre Européens. Et je pense que les gens pouvaient la comprendre. Et là, aujourd'hui, on leur dit, vous devez être solidaires avec les peuples du monde entier, avec tous ceux qui sont malheureux. Et vous serez les seuls au monde à faire ça. Parce que les États-Unis, les pays de l'Arabie Saoudite, le Qatar, eux, n'ouvrent pas leurs frontières. Et là, les peuples européens disent, on veut qu'on soit solidaires entre nous. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est à nous d'accueillir tous ces gens? Et ça, ils ne le comprennent pas. Mais si je peux me permettre, l'identité européenne. L'Europe s'enorgueillit d'être aussi le continent des droits de l'homme, le continent de la démocratie. Et la démocratie pour nous non, le fait d'accueillir, de tendre la main à des peuples qui sont, qui fuient la guerre, qui fuient le désastre, qui fuient quelquefois, qui sont menacés physiquement. C'est franchement, c'est le rôle de l'Europe. Excusez-moi, mais c'est pas un argument. Il y a 300 millions. Non, il y a 300 millions. C'est un argument de dire que l'Europe doit être à la hauteur. Non, mais il y a 300 millions historiquement d'hommes et de femmes qui vivent dans des pays en guerre. Moi, je ne crois pas. Donc, si on applique ce critère-là, ils pourront tous venir en Europe. Aujourd'hui, en France, on a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? D'abord, je rappelle quand même que s'ils arrivent, c'est parce qu'il n'y a pas de frontières, mais c'est aussi parce qu'on a déstabilisé la Libye et la Syrie. Et là, il y a les responsabilités de Sarkozy et de Hollande. Mais on sait très bien que le seul moyen de venir en aide à ces gens-là, c'est évidemment de stabiliser politiquement, diplomatiquement, militairement cette région-là. C'est pas de les faire venir en leur faisant croire qu'il y a un Eldorado qui n'existe pas. C'est une attitude qui est totalement irresponsable et ça les incite même, pour beaucoup d'entre eux, à prendre des risques. Il faut avoir confiance dans notre continent. C'est-à-dire à mourir. Il faut avoir confiance dans notre pays, c'est ça. En fait, vous êtes un défaitiste. C'est pas du tout ça. C'est que moi, je pense à ces gens-là et vous n'avez pas confiance dans votre pays, vous n'avez pas confiance dans le continent européen. Quand vous dites à ces gens-là, venez en France, venez en Europe, eh bien, vous engraissez les mafias et les passeurs, vous leur faites prendre des risques et ça se finit par des tragiquement en Méditerranée. Est-ce qu'une question plus générale pour conclure, je vais vous laisser en guise de conclusion prendre la parole chacun à votre tour. Ce sont ces thèmes-là, l'identité au sens large, qui vont continuer à dominer notre vie politique européenne et française. Ce sera d'ailleurs l'un des thèmes, selon vous, de la présidentielle de 2017. Ce sera un des thèmes de la présidentielle, incontestablement, pour une raison simple, c'est que le politique, de manière générale, n'a plus qu'on